Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Dans cet épisode numéro 55, on reçoit à nouveau Emmanuel Strachnov, le cofondateur de Bubble. Alors, on a la chance d'avoir un Français qui est cofondateur d'un des outils leaders du marché, donc on ne se prive pas de le réinviter pour qu'il nous parle de tout ça. Si vous ne connaissez pas encore Bubble ou Emmanuel, je vous conseille d'écouter le podcast, l'épisode numéro 1, qui est où on fait connaissance et il nous parle de Bubble. Dans cet épisode, avec Lucien, que j'ai convié également, qui est un expert Bubble, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et on pose plein de questions à Emmanuel, dont certaines viennent de la communauté. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Hué, Clément, Benoît, Arnaud, toutes les personnes qui ont posé des questions sur le Slack pour que je les transmette à Emmanuel. On n'a pas pu toutes les poser, mais on a essayé vraiment de le cuisiner un petit peu, si j'ose dire, parce qu'il est très franc et il répond à toutes les questions et vous verrez que c'est une discussion absolument passionnante, très directe comme il sait le faire, et vous allez apprendre beaucoup sur Bubble, avec quelques petites exclusivités, même j'ai envie de vous dire, mais aussi sur tout cet écosystème no-code que vous verrez, Emmanuel connaît particulièrement bien, et on l'a un petit peu interrogé sur la concurrence, sur sa vision à long terme, sur toutes ces choses-là. Bref, une discussion absolument passionnante avec laquelle je vous laisse tout de suite. Bonjour Emmanuel, merci d'avoir accepté cette deuxième invitation sur notre podcast. Donc, tu nous avais fait l'honneur d'être le premier invité, ce qui nous avait aidé à crédibiliser ce podcast tout juste naissant. Voilà, donc ça nous a aidé aussi à accéder à d'autres invités derrière, donc je vais te remercier une nouvelle fois pour ça. Aujourd'hui, j'ai plein de questions pour toi, donc certaines viennent directement de la communauté No Code France, et on se fait un petit peu le porte-voix avec Lucien, que j'ai invité aussi, donc voilà, pour avoir un expert quand même à mes côtés, corriger un petit peu mes lacunes et mes préjugés éventuels. Salut Alex, salut Emmanuel. Donc salut. Forcément, Bubble, c'est vraiment un des outils leaders de ce mouvement No Code. Ça génère beaucoup de questions sur le produit en lui-même, et puis aussi un petit peu sur votre place en fait dans cet écosystème. Donc un programme très chargé. On va commencer tout de suite avec cette première question. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé chez vous depuis octobre 2019 ? Alors les choses ont beaucoup évolué depuis octobre 2019 pour nous, mais je pense pour le no-code en général, et j'irais presque dire pour la technologie en général aussi. On peut pas se plaindre, c'est-à-dire que l'impact de la pandémie et du confinement a quand même été positif pour beaucoup d'outils comme les nôtres où il y a pas mal d'apprentissage. Donc très concrètement, on a vu au mois d'avril 2020, une des métriques qu'on regarde avec attention, c'est le nombre de fois qu'une application est éditée sur tous nos utilisateurs, et ça a doublé en fait entre mars et avril 2020. Donc il y a eu un vrai engouement qui s'est lancé. Parce que je pense une combinaison de deux choses. Les gens avaient plus de temps pour apprendre des nouvelles choses, et en plus, il y a quand même eu une certaine incertitude du futur. Comment, à quoi va ressembler le monde dans 2 ans? Est-ce que financièrement en particulier, les gens étaient pas tout à fait sûrs de ce qui allait se passer, et le no-code est très peu cher par rapport aux solutions alternatives. Et du coup, ça nous a beaucoup bénéficié, et le no-code en général. Là où les choses ont été bonnes pour nous, c'est que on a commencé à pas mal travailler sur notre. Je pense qu'on en reviendra un peu dessus un peu plus tard. Et on a commencé à être plus proactif sur la façon de nous positionner dans le marché comme l'outil qui peut faire beaucoup plus, mais où il y a plus d'apprentissage. Et les gens n'étaient pas forcément très clairs où est-ce qu'on était en octobre ou novembre 2019. Et par contre, l'étaient beaucoup plus au mois d'avril 2020. Et donc, quand les gens ont commencé à regarder le no-code avec plus d'attention, là, tout de suite, on était plus visible qu'avant. Et du coup, ça nous a beaucoup bénéficié. Et après, il a fallu... en anglais, on dit keep with the growth, c'est-à-dire qu'on a eu pas mal de pression, juste beaucoup d'utilisateurs qui techniquement mettent beaucoup de pression sur les différents systèmes qu'on a en place. Tu peux nous donner quelques chiffres là-dessus? Là, tu as parlé par exemple, le temps qui a doublé d'utilisation, ou le nombre de fois qu'une app est éditée qui a doublé. Ça, c'est déjà un bon indicateur. Il y a d'autres choses comme ça? Ça, c'était sur un mois. Et après, le même indicateur, par exemple, est en croissance à 2 chiffres en pourcentage du mois à mois, tous les mois quasiment depuis après ça. Le nombre d'utilisateurs a dû être multiplié d'utilisateurs qui payent a été multiplié par plus de 3. Ah oui, sur 2020. On était resté on avait vu passer des courbes où vous étiez à 5000 peut-être, ou quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est des chiffres. Comment dater ces chiffres? Ça, c'était des chiffres d'un peu plus tard. C'est pas les chiffres du début de la pandémie. D'accord. Mais là, on est à 10 000, tu vois. Ok. Et donc concrètement, il faut embaucher du monde, il faut que le support suive, il faut que tous ces trucs-là suivent. Et donc ça a été une année assez occupée.
Et en interne, pour vous, dans votre organisation, enfin, j'imagine que vous êtes passés un peu tous en remote, quoi, mais vous avez eu, je sais pas, des nouveaux team members que vous avez jamais vus physiquement ou des choses comme ça? Oui, et là, tu vois, je suis au bureau aujourd'hui, je viens de voir quelqu'un passer qui bosse pour nous depuis 6 mois. C'est la première fois que je la vois. Oui, parce qu'on a commencé la pandémie à 16 et là, on est 40. Ah oui, d'accord, oui. Oula, Donc, ouais. Sur un an. donc, plus de la moitié de l'équipe ne s'est jamais vue. Pour être honnête, je dirais pas c'est cool. Hein. Je pense que on fait des enquêtes auprès de nos employés pour savoir s'ils veulent revenir au bureau et la très vaste majorité veut revenir au bureau. Donc il est temps que ça s'arrête, je pense. Est-ce que vous avez fait des recrutements de gens qui de toute façon resteront en remote ou potentiellement tout le monde peut venir au bureau? Non, on en a quelques-uns. On a un ingénieur qui est au Texas avec sa famille. Il viendra peut-être nous rendre visite, mais il va pas déménager. D'accord. On a un designer en Californie. On a un ingénieur à Paris. Alors lui, il bossait au bureau de New York avant, puis après il est rentré en France. Mais lui, a priori, je pense pas qu'il revienne aux États-Unis, sauf en voyage. Ponctuellement, exactement. Donc, je pense qu'on se dirige vers un modèle hybride où peut-être que 70% de l'équipe sera au bureau et 30% sera en remote. D'ailleurs, je le dis quand même, parce que je fais toujours un peu de publicité, on recherche des gens pour rejoindre notre équipe Success à Paris, enfin en Europe. Paris en particulier. Ça consiste en quoi, si tu veux très rapidement le poste? C'est l'équipe qui aide les gens à résoudre des problèmes. Donc c'est beaucoup soit de community, soit du support. Après, il y a potentiellement, ça peut être des bubblers, quoi. Des gens. Alors, idéalement, même c'est un bubbler, parce que. Enfin, je veux dire par rapport à pas forcément des codeurs. Enfin, vous ne cherchez pas gens pour votre team. Alors, on cherche toujours des ingénieurs aussi. Donc, s'il y en a, je serais ravi de leur parler. Ouais. Mais là, c'est plus une recherche spécifique pour le support. D'accord. Parce que pour des questions de couverture de fuseau, en fait, pour qu'on puisse commencer à faire du support à 9h du matin à Paris. Parce que sinon, c'est un peu délicat. Ouais, s'il y a des gens qui doivent se lever très tôt à New York, qui ne vont pas forcément apprécier ça. Et comme on a un ingénieur à Paris, qu'on va chercher d'autres ingénieurs à Paris, moi j'ambitionne à terme d'avoir une antenne, carrément. Une antenne en France, exactement. Ok, super, c'est bon à savoir ça. Et vous différenciez le success en fonction du type d'utilisateur, de compte. Ils ont un compte payant, je sais pas, il y a différents niveaux, hein, le pro, jusqu'à entreprise. Vous différenciez le support comme ça, ou agence d'ailleurs. On le différencie surtout quand les gens sont sur les solutions dedicated, c'est-à-dire. D'accord, ouais, c'est vraiment ça. Pas enterprise, mais sur les plans, les plans custom. Et on a une offre de ce qu'on appelle le support premium avec des SLR en fait, où on garantit des temps de réponse dans les 4 heures. Mais ça, on le rend pas accessible au plan sous, je crois que c'est minimum $2,000 par mois de semaine avant qu'on puisse le proposer. Ouais, non, mais c'est logique. Okay. Ça justement, t'évoques un peu le développement de l'entreprise. On a eu plusieurs questions par rapport à ça et qui reviennent aussi un petit peu dans la communauté. Je pense que déjà, d'ailleurs, je pense que tout le monde ne sait pas forcément que vous êtes déjà 40, quand même qu'il y a eu cette croissance aussi interne. Ouais, non, c'est sûr. Et alors je vais lire une question de Benoît que j'avais trouvée intéressante, et puis ça nous amènera sur un peu un autre sujet. Mais donc, quelle est ta vision du développement de l'entreprise? Car ils ne semblent pas vouloir aller trop vite. Ils sont seulement 11 ingénieurs triés sur le volet et ne sont pas du tout la start-up qui crame le cash pour doubler la taille chaque année. Pourquoi ? Alors déjà, on n'est pas 11 ingénieurs, je crois qu'on est une quinzaine d'ingénieurs. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais ça va changer assez vite. Ok, parce que justement, il y a une question qui est un peu sous-jacente, dont tu te doutes peut-être, mais c'est un petit peu autour des levées de fonds. C'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions, forcément, quand on voit Webflow qui a fait une deuxième, etc., les montants. Désolé, parce que forcément, il y a beaucoup de comparaisons avec Webflow. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait aussi de savoir qu'est-ce que tu penses de ça. Mais est-ce que, enfin, en gros, comment les gens se posent la question, c'est est-ce que c'est une volonté de votre part de faire une autre levée ? Est-ce qu'il va y en avoir une, peut-être, justement, c'est ça qui va changer. Est-ce que, tu vois, c'est un petit peu, c'est quoi votre... Vous avez une grande histoire quand même d'avoir été bootstrappé pendant longtemps, qui est assez remarquable. Enfin voilà, c'est un petit peu ça la question. Oui, il y aura d'autres levées. Oui. Okay. À quel horizon, à peu près? Est-ce que c'est pour 2021 ou est-ce que c'est non, pour l'instant, vous êtes... Je pense. C'est un podcast, donc on n'aura pas le sourire d'Emmanuel sur le podcast, mais vous l'entendez à sa voix.
Non, c'est pour bientôt. La seule chose que je dirais, c'est que, parce que tu parles de Webflow, mais on dirait la même chose avec Notion et Airtable. Ce sont des business qui se développent pas très vite de l'extérieur. Hein. C'est-à-dire que Webflow s'est lancé. Alors, Webflow, j'ai jamais bien compris leur date de lancement, parce que je crois que la première fois qu'ils ont essayé, c'était en 2006 ou 2007. Mais concrètement, ils ont été très lents en croissance de revenus et levée de fonds et tout pendant beaucoup d'années avant de faire une première levée. Bien sûr. Ouais. Mais c'est plus que là, elles ont été successives. Je pense que c'est ça aussi qui a trigger un peu les questions. Le fait qu'ils les aient fait coup sur coup, tu veux dire? Ouais, voilà. 2019, 2020. Il faut faire attention hein, des chiffres qu'on annonce dans les levées de fonds parce que ça cumule souvent beaucoup de montants, mais tous les montants ne vont pas à l'entreprise. Il y a souvent du cash out, soit des fondateurs, soit des investisseurs initiaux. Mais donc pour en revenir à la comparaison avec les Webflow, Notion, Airtable, de toute façon, quand on crée un produit qui est très ouvert et il y a une courbe d'apprentissage comme le nôtre, ça prend du temps avant de pouvoir avoir beaucoup d'utilisateurs. Et donc, on peut pas faire de grosses levées très tôt. Le seul outil qui a pu faire ça, c'est Coda. Mais Coda, c'est parce que la personnalité parce que le fondateur est déjà très connu, en fait, dans la vallée. Et donc, il a pu lever juste sur son nom, concrètement. Et il a levé 60 millions de seed avant même d'avoir un produit. Enfin, c'est dire. Et très bien pour lui. Mais c'est le genre de choses que ni moi, ni Vlad de Webflow ne pouvions faire. Ouais. Et donc, après, nous, effectivement, on a pris un peu plus de temps pour se lancer à pleine vitesse par rapport aux autres, mais ceci parce que ce qu'on fait, et tu me disais, on va parler de la comparaison avec Webflow, est plus compliqué. Donc en fait, plus l'outil est plus compliqué, plus ça prend du temps d'arriver à un outil qui peut avoir une croissance exponentielle. Mais là, on y arrive. Juste pour clore peut-être sur les sujets de levée de fonds, mais est-ce que potentiellement sur une prochaine levée, vous laisseriez les bubblers rentrer comme le font certaines entreprises, de laisser une partie du capital pour des utilisateurs? Est-ce que ça peut être une voie? Pas pour le montant que ça représente, mais pour tu vois, le geste que ça... Oui, je vais essayer de faire ça. Ah, franchement, ce serait chouette. Okay. C'est dans les plans. Après, je peux pas le garantir parce qu'il y a. Ça dépend de ce qui se passe avec les négos, j'imagine. Aussi. Non, c'est pas ça. C'est plus une contrainte légale. C'est-à-dire qu'on veut pas, en étant quand même une petite boîte. Ah oui, t'embarquer dans des trucs. Et c'est pas une question de montant que tu lèves, hein, parce que Webflow est quand même toujours une petite boîte. C'est quelques centaines de personnes. On est 40. Je pense sera peut-être 80 en fin d'année. Tu veux pas te mettre des obligations de boîte publique en bourse, tu vois. Donc, il y a des problèmes de droit aux informations, des choses comme ça qui sont un peu techniques et il faut que nos avocats regardent si c'est raisonnable ou pas de le faire. Mais si c'est raisonnable, je pense qu'on le fera. Ok, bah ça c'est une super info. En fait, ça m'amène à une autre question, je trouve qu'il est un petit peu lié justement à ce que tu évoquais. C'est la question de la concurrence, j'ai envie de dire. En fait, vous êtes tellement en avance, enfin c'est un petit peu la perception qu'on en a, hein. Je sais pas après quel est toi ton sentiment par rapport à ça, mais sur tous les autres app builders, parce que effectivement, il faut vraiment arrêter, je pense tout de suite, la comparaison avec Webflow, puisque de toute façon, vous faites pas la même chose, vous faites pas le même produit. Mais par contre, il y a d'autres app builders et certains qui se sont lancés en 2020. Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous manque? Est-ce que c'est vraiment une question ouverte, hein, il n'y a pas de sous-entendu, mais tu vois, des fois, le fait d'avoir des concurrents qui sont vraiment proches, qui sont en termes de fonctionnalité, est-ce que ça drive pas vers le haut? Voilà. Pas vraiment. Moi, je crois plus à la pression des utilisateurs. La nature de notre produit, qui est que souvent les gens lancent des boîtes sur nous, fait qu'on a beaucoup de pression de nos utilisateurs qui nous demandent toujours de rajouter des fonctionnalités ou de résoudre tel truc. Le dernier en date, il y a une start-up à Paris qui nous utilise et qui est assez grosse, qui maintenant veut stocker des données de santé, donc faut qu'on regarde ce genre de choses-là. Je préfère avoir de la pression des utilisateurs que juste de regarder le compétiteur à côté et de se dire, oh là là, merde, il faut y aller, ils font ça, il faut qu'on se bouge plus vite. À la fin, in fine, moi, je pense qu'un business, c'est fait pour créer de la valeur pour ses clients ou ses utilisateurs. Et si tu fais ça, ça marchera, tu vois. Après, si t'es sur un sujet où tes utilisateurs te parlent pas parce qu'ils ont finalement, t'es pas un produit très important pour eux, effectivement, de regarder la compétition et d'être sûr qu'on reste compétitif, c'est important. Mais nous, on n'a pas de problème d'un point de vue feedback de nos utilisateurs. On en a beaucoup. ça suffit. Après, la compétition, c'est plus une question de positionnement, de savoir est-ce qu'il faut changer notre positionnement par rapport à certains players, certains outils. Et là, on regarde plus Airtable et Notion qui sont plus de la même taille que nous, que des app builders qui se sont lancés quand même bien après nous. Ouais. Non, c'est intéressant. Et en termes de, peut-être, à ce moment-là, effectivement pas de compétition, mais peut-être plus de parti pris, de conception, j'ai envie de dire.
enfin, tu vois, de fonctionnalité, peut-être de parti pris du UX, de design. Est-ce que vous faites un peu de veille par rapport à ça, ou est-ce que vous êtes plutôt, vous avez vos idées, enfin, et vous tracez, quoi? On fait un peu de veille parce que ce serait pas sérieux de pas en faire, mais aujourd'hui, l'outil, notre Bubble a 9 ans, on va pas switcher parce que la compétition fait quelque chose. C'est-à-dire que on doit quand même maintenant trouver des solutions aux problèmes qu'on a dans le contexte de ce qu'on a jusqu'à présent. Nos utilisateurs ne comprendraient pas d'ailleurs qu'on change radicalement certains outils ou certaines approches. Ouais. Est-ce que, alors, enfin, sans trop citer d'autres outils, mais il y a moi, ce que je vois un peu en tant qu'analyste entre guillemets de ce no-code game, c'est il y a une nouvelle vague d'outils. J'ai l'impression que je placerais un petit peu entre l'app builder et puis l'outil de landing page. Je veux dire des outils comme Softer, comme YCode qui arrivent, des choses comme ça qui sont plus accessibles fonctionnellement parlant, qui permettent de faire plus qu'un site web et en même temps pas du tout autant de logique, de gestion de base de données que peut le faire Webflow. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que c'est un truc au milieu qui est pas très intéressant? Est-ce que on verra. Moi, j'y crois pas trop. Je crois qu'il vaut mieux être aux extrêmes en fait sur ce truc-là, c'est-à-dire ou alors être un outil très facile à utiliser ou en quelques minutes à quelque chose de joli. Et ça, c'est Squarespace en fait et Webflow un peu même Webflow a plus de fonctionnalités. Et de l'autre extrême, c'est nous où on dit aux gens, on va être la plateforme dont vous ne partirez pas à cause d'un problème de fonctionnalité. Vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, mais quand on peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut faire des erreurs, il faut apprendre à réparer ces erreurs. Et c'est un positionnement avec lequel je suis très confortable. D'être au milieu, je sais pas, on verra, mais je suis pas sûr que ça marche parce que, in fine, c'est-à-dire que c'est une hypothèse de départ que les gens devront quitter la plateforme à un moment. Et moi, je pense que si on fait ça, il vaut mieux dans ce cas-là être très simple et faire des landing pages. Et est-ce que tu as quand même un petit outil, tu vois, que tu surveilles comme ça, du coup, que tu regardes, tu dis, ah, celui-là, ils ont quand même trouvé un truc, une approche sympa, toujours dans le domaine des app builders, hein, je parle. T'en as pas vu qu'ils t'ont dit, ah, ils ont craqué un truc intéressant, on peut peut-être absorber telle fonctionnalité, en fait, faire. Pas vraiment, non. Okay. Et pour être honnête, je pense que c'est difficile pour ces nouveaux outils parce que la chance qu'on a, en fait, nous, les étoiles se sont bien alignées parce que pendant 5-6 ans, personne ne s'intéressait à ce qu'on faisait vraiment, à part quelques dizaines d'utilisateurs, et du coup, on a pu vraiment se concentrer sur le produit. Aujourd'hui, quand tu es dans un marché où il y a quand même beaucoup d'attention, tu vois, il y a beaucoup de podcasts, les médias en parlent, les investisseurs veulent jeter de l'argent à ces boîtes-là, tu vas pas avoir le temps de faire un outil vraiment puissant, parce que c'est très difficile de développer sa base d'utilisateurs et développer l'outil en même temps. À un moment, il faut un peu choisir ce qu'on veut. Et d'ailleurs, quand est-ce que Webflow a fait sa dernière innovation produit, tu vois, ça concrètement, le produit maintenant est très simple parce que tu peux plus. C'est-à-dire que quand tu as trop d'utilisateurs, il faut quand même faire ça de façon très précautionneuse. Et nous aussi, d'ailleurs, je sais pas ce qu'on va dire malheureusement, mais c'est comme ça, c'est que le produit évolue moins vite quand tu as plus d'utilisateurs. Et donc, ces outils qui se lancent maintenant, je pense qu'on va avoir du mal parce qu'il faut choisir l'un ou l'autre. Et s'ils ne font que du produit, ils vont rater le train. Et s'ils ne font que de la community development, ça sera comme V1, par exemple, pour mobile, c'est très bien. Hein, je crois qu'il a pas mal d'utilisateurs, mais concrètement, les gens partent au bout de quelques mois parce que l'outil fait pas grand-chose. Ouais, il avait une stratégie très agressive d'acquisition. Je trouve qu'elle était un peu étrange. Ouais. Alors on a tellement de questions, j'essaie de voir un petit peu. En fait, bon, juste pour clore sur ce sujet, mais il y a quand même une question que je voudrais poser. C'est est-ce que du coup le fait d'être le premier, enfin tu vois, d'avoir justement toute cette avance, ne donne pas un avantage aux autres qui peuvent profiter de vos erreurs entre guillemets. Si tant est qui en est, moi j'ai envie il y a une chose. Il y en a mais plein. Tu vois, ouais. Voilà, moi je prendrais juste l'exemple et comme ça tu pourrais aussi nous donner, parce qu'il y avait plein de questions par rapport à ça, le fonctionnement de la partie design, ce côté drag and drop, etc. Enfin, et ce choix un peu initial que vous avez fait, enfin, et que je t'ai déjà entendu défendre, qui à mon avis vous pose problème maintenant peut-être par rapport aux responsive. Est-ce que ça, tu vois, par exemple, il y a des gens qui arrivent derrière, ils peuvent capitaliser là-dessus et se dire, ok, on prend une approche différente, plus en mode grid par exemple, et on se simplifie la vie sur le responsive. Alors, je répondrai de façon générique et après je vais parler du responsive pendant quelques secondes.
Oui, toujours, on peut toujours dire ça. En même temps, il y a aussi quelque chose qu'on appelle en anglais, tu vois, the first mover advantage, d'être le premier arrivé sur le marché. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à un moment. Peu importe, de toute façon, on s'est pas lancé en se disant génial, on va être les premiers. Tu vois, on s'est lancé en disant on va avoir une solution qui va marcher mieux que les tentatives précédentes, parce que en fait, on n'est pas les premiers. Il y a eu plein de tentatives avant, et ça a pris des dizaines d'années. C'est juste depuis dans les années 80 qui n'avaient pas marché jusqu'à présent. Donc de toute façon, peu importe, j'ai envie de dire. Je pense que d'être le premier sur le marché nous donne pas mal d'avantages pour définir ce que doit être le no-code, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde s'appelle no-code, mais tout le monde a une interprétation très différente de ce qu'est le no-code. Moi, quand j'entends que Notion, c'est du no-code, faut m'expliquer, en fait. Ok, bah alors, Word aussi, alors, en fait, parce que Notion, c'est assez proche d'un traitement de texte avec plus de fonctionnalités. Et donc l'avantage d'être un des premiers, d'être un des plus gros, fait qu'on peut définir ce que c'est. Et fondamentalement, notre vision du no-code est très différente de celle de Webflow, par exemple. Moi, j'étais sur un panel avec Vlad de Webflow il y a quelques semaines où il disait il n'envisageait pas un monde où Airbnb pourrait être construit sur un outil no-code comme Webflow. Alors que nous, c'est clairement ce pourquoi l'équipe travaille. C'est possible aujourd'hui d'un point de vue fonctionnalité, d'un point de vue scalabilité pas encore, mais c'est vraiment notre prochain objectif. Et alors après, sur la question du responsive, je dirais deux choses. La première, c'est pas tellement que les autres peuvent apprendre de nos erreurs, c'est que nous, on s'est lancé avant que Flexbox et tout ce qui est le CSS grid ne soit défini, en fait. C'est-à-dire que c'était juste au tout début, quand on a lancé notre approche responsive, et c'est pour ça qu'on a finalement dû créer ça maison. On a créé notre propre implémentation de la Flexbox en JavaScript, ce qui n'était pas idéal, et ça, on le change maintenant. Après, j'entends beaucoup de gens qui se plaignent, qui disent Bubble, c'est pas facile de faire des jolies apps, Webflow c'est plus facile. Oui, mais Webflow c'est pas des apps. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu dois créer une web app où tu as plein d'onglets différents, en fait, les gens qui nous utilisent créent des produits vraiment complexes. De toute façon, le design ça demande une liberté pour le designer qui font qu'il y aura une liberté de faire des choses qui ne seront pas jolies. Et c'est un problème. Et les autres outils, Webflow n'a pas ce problème-là. Webflow n'a pas ce contexte des éléments qui peuvent être soit visibles, soit cachés, tu vois. Et ça, quelque chose d'aussi simple que ça, les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça introduit énormément de complexité sur notre visual designer. Ce discours-là sur le design, il est en train d'un peu changer parce qu'on voit de plus en plus d'exemples d'apps faites sur Bubble qui sont vraiment d'un niveau de design impeccable, quoi, vraiment. Parce que ça se professionnalise et qu'il y a des gens qui sont de plus en plus bons, qui arrivent et qui utilisent l'outil. C'est aussi ce qui s'est passé, c'est que notre communauté d'utilisateurs à la base, c'est pas des designers. C'est des gens qu'on dirait des business people, c'est-à-dire des gens qui en plus ils sont un expert dans un domaine, ils veulent créer un outil, donc c'est pas des designers, donc ils commencent par faire des choses très jolies. Effectivement, il y a de plus en plus de gens qui commencent à regarder ça de façon attentive. Cela dit, pour le responsive, on est en train de changer ça parce que il faut qu'on utilise Flexbox et je pense que ça sortira d'ici quelques semaines. Ah, d'ici quelques semaines. Oh, d'accord. Ouais, ou 2 mois. Enfin, pour l'été, quoi. Si vous regardez le forum, vous voyez qu'on fait des tests en ce moment avec des utilisateurs. Ouais. Bon, ça répond à une des questions que j'avais pour plus tard. Mais ça va pas changer radicalement, si tu veux, le problème de départ pour certaines personnes, qui est que la liberté qu'on offre à nos utilisateurs est quasiment totale sur ce qui est design, ce qui n'est pas le cas des autres outils. Et on est obligé, parce que si tu fais des web apps, il faut que les gens veulent beaucoup de flexibilité. Alors si tu fais un landing page ou un site internet, un CMS, t'as pas besoin de ça. Et puis je me souviens que quelqu'un t'avait posé la question au dernier Meetup Bubble qui avait eu lieu en physique, et tu disais aussi que c'était cette question de l'accessibilité, que les gens ont plus de facilité avec un drag and drop, et c'est vrai, si tu mets un élément quelque part et qu'il reste là où t'es, que avec une grille, etc. Enfin, je veux dire, Webflow, moi, je considère pas que ça soit un outil qui soit accessible. Globalement, c'est un outil qui est complexe à prendre en main. Il est accessible si tu as été formé au design thinking, quoi. Ouais, ou au HTML et au CSS, quoi. Comprendre comment fonctionnent les grids, etc. Donc ça, c'est ce côté démocratisant et intéressant. Et puis, mais c'est intéressant, il y a 2 points sur lesquels je voulais revenir, mais c'est très intéressant quand tu disais qu'en fait, finalement, vous avez aussi capitalisé sur les erreurs des gens avant. C'est vrai que nous, on a un peu l'impression, tu vois, on met un peu Bubble à l'an 0 du no-code, dans un sens, on oublie l'héritage, et donc vous servez de référence et de baromètre un peu, et donc on regarde ceux qui viennent derrière, mais finalement, vous venez aussi derrière d'autres. Oui, mais moi les références que je regarde, c'est pas forcément des outils qui vont parler
aux gens qui écoutent, mais Delphi dans les années 90, où il y avait du code, mais ils avaient quand même pensé beaucoup de choses pour faire de l'abstraction. C'était du Turbo Pascal à l'époque. Moi, j'ai beaucoup utilisé ça adolescent personnellement. Même Visual Basic de Microsoft, c'est le genre d'outil qu'on regarde. FrontPage, d'une certaine façon, même si FrontPage avait déjà les travers qui amènent à Squarespace. Mais c'est ce genre d'outil-là qu'on regarde, ou HyperCard dans les années 80. Après, faut pas non plus être trop théorique sur ces trucs-là. À un moment, voilà, la façon dont on fait ça, c'est que tu commences avec une certaine vision produit, et puis après tu la mets dans les mains des utilisateurs et tu vois ce qui marche et ce qui marche pas. Ouais, c'est l'approche centrée utilisateur, on va dire. Et c'est un autre avantage, encore une fois, de s'être lancé très tôt et d'avoir pu se permettre de passer 5 ans avec quelques dizaines d'utilisateurs qu'on connaissait personnellement. Alors que encore une fois, si tu te lances en 2020 et que tu lèves beaucoup d'argent et tout, tu vas être obligé d'avoir assez rapidement des milliers d'utilisateurs et tu pourras pas avoir les interactions de qualité avec tes utilisateurs pour comprendre ce qui marche et ce qui marche pas. Ouais. Après, si tu as levé beaucoup d'argent, tu peux avoir un peu de temps. Non, peut-être pour faire ça. Non. Le no-code, les gens aiment bien en parler parce que c'est à la mode, mais c'est quand même le problème le plus fondamental de la technologie. C'est tout le monde s'est cassé les dents dessus. C'est le passage d'MS-DOS à Windows pour l'utilisation, de faire la même chose que c'est plus d'une ligne de code. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la première fois que les gens se disent il faut résoudre ce problème-là. Si c'était une question d'argent, ça aurait été résolu depuis longtemps. Parce que Microsoft s'est cassé les dents dessus. Et s'il y a bien un truc dont Microsoft ne manque pas, c'est de l'argent. Ouais, c'est pas faux. Donc, bon. Je voulais juste revenir aussi sur le point, parce que ça c'est une question que je voulais te poser, parce que j'avais regardé ce panel où tu étais intervenu avec Vlad, et en fait ton point est très clair. Je me souviens que quand on avait parlé la première fois dans le podcast, t'évoquais quand même aussi cet intérêt de Bubble de créer plein de mini Airbnb, quoi. Tu vois, cette volonté, je prends l'exemple d'Airbnb, mais c'est ce côté de niche, et que c'était aussi un des grands avantages du no-code. Et là, je trouvais ça intéressant alors, je pense que le point était plus technique sur ce que tu disais, que la possibilité de créer le Airbnb de demain. Mais où est-ce que tu en es par rapport à un peu ce côté-là? Enfin, c'est intéressant parce que votre point, je trouve, était très technique. C'était à peu près la seule chose où vous étiez vraiment pas d'accord. Mais j'ai l'impression, plus sur un point de vue technique qu'un point de vue philosophique. Non, enfin, tu vois ce que je veux dire? Pas vraiment en fait. Sur la volonté, non mais je me suis un peu perdu peut-être dans mon truc, mais tu vois cette volonté de donner le pouvoir de réaliser des projets aux gens, enfin des sites numériques, des applications au plus grand nombre, et donc qui est potentiellement plein de gens qui fassent des petits Airbnb avec, tu vois, en baissant les coûts de production, qui puissent se réapproprier ça. Et ça, on n'a pas changé du tout. Ça, c'était ce qu'on voulait faire il y a quelques années. C'est toujours ce qu'on veut faire aujourd'hui. Mais donc, quel est le point de polémique? Non, c'est pas un point de polémique, mais c'est juste, pour clarifier que tu vois, quand tu dis que votre volonté c'est de pouvoir que le Airbnb de demain soit fait avec Bubble, c'est un enjeu technique, quoi. Oui, exactement. C'est un enjeu technique, c'est-à-dire qu'une application de cette taille et de cette complexité puisse être faite avec nos codes, c'est notre objectif. Après, ça veut pas dire qu'il faut qu'il y en ait qu'un. Il peut y en avoir plein de petits. Oui, non, c'est... Ok. Je vais reprendre les... Alors, on a plein de questions. Je sais pas, Lucien, peut-être je vais te laisser en choisir une. Ouais, on voulait aborder tout un aspect après qui est tout ce qui s'est construit dans l'écosystème autour de Bubble. C'est-à-dire, il y a plein de business maintenant donc il y a des agences, il y a des templates avec votre marketplace, des plugins avec votre marketplace, du coaching, de la formation. Il y a tout cet écosystème-là qui s'est monté. Ce qui est hyper intéressant. Alors pour prendre les sujets un peu peut-être un par un, on voulait voir avec toi un peu, est-ce que vous avez dans les cartons un peu des fonctionnalités qui vont arriver, qui sont pensées pour ce genre d'utilisateurs qui ont un business lié à Bubble, que ce soit du template, du plugin ou de la prestation? Là aujourd'hui, vous êtes mis en avant des agences. En gros, il y a une liste et on peut soumettre des appels d'offres. Est-ce que vous évaluez d'aller plus loin là-dedans, ou pour l'instant c'est pas votre focus, vous êtes vraiment que sur la plateforme elle-même? Non, on regarde. La chance qu'on a, c'est que comme on utilise Bubble pour créer notre propre produit, on peut aller assez vite en fait pour développer des nouvelles parties du produit pour aider les freelancers. Il y a des choses qu'on regarde avec Upwork. On fait pas mal de travail pour voir si on peut pas aider les freelancers à réagir plus rapidement sur des projets sur Upwork. Concrètement, on essaie de voir si on peut pas détecter automatiquement dès qu'un projet d'application web est publié sur Upwork, et est-ce qu'on peut pas envoyer un email automatiquement aux différentes agences pour qu'ils puissent aller dessus et essayer de gagner le projet.
D'un point de vue fonctionnalité produit, je sais pas si c'est pas forcément le plus urgent aujourd'hui, parce que je pense que ça marche assez bien pour les gens qui veulent être freelancer ou faire des différentes prestations sur la plateforme. Là où je pense qu'il va falloir qu'on améliore les choses dans l'année et en début d'année prochaine, c'est sur la qualité de templates, plugins et freelancers. Et donc, je pense qu'on va avoir une approche un peu plus proactive pour approuver les différentes choses que les gens vendent sur la marketplace, donc les templates et les plugins. On va probablement lancer, je veux pas aller trop vite pour ça parce que je veux que ce soit bien fait, mais un process de certification. Ah, ok, ça c'était une de nos questions aussi. Parce que, alors, on n'a pas commencé par aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on a un manque de bons bubblers. Moi, je reçois tous les jours, il y a des gens sur LinkedIn qui m'envoient des messages en disant où est-ce que je peux trouver un bon bubbler. Donc, il y a deux façons. On confirme que le marché de l'emploi est assez tendu là-dedans. Oui, et alors c'est pour ça qu'on a lancé une version de notre bootcamp un peu plus qui va plus en profondeur pour des gens qui savent déjà utiliser Bubble. Donc ça, c'est notre première tentative, c'est juste d'augmenter le nombre de gens qui connaissent bien Bubble. Et la deuxième chose qu'on fera après, c'est une sorte de certification pour que les gens ne se présentent pas toujours certifiés, parce qu'on a on voit certaines personnes qui se présentent comme des experts et qui sont pas forcément des experts, et c'est pas bon, et c'est bon pour personne. Donc d'un point de vue écosystème, c'est, je pense, là-dessus qu'on va travailler un peu plus que sur le produit lui-même, c'est d'améliorer un peu la qualité des différentes choses qu'on peut trouver sur la marketplace. D'accord, ouais, ça, cool. Et sur effectivement le côté certification, ça, on est pour. C'est évidemment très important, c'est clair. Non, donner de la visibilité. Vous avez un peu commencé du coup par ces formations. Du coup, alors c'est marrant que vous ayez pris le sujet pour vous de dire tiens, on va faire des bootcamps, on va faire même du coaching. Maintenant, vous avez une offre de formation de coaching. Est-ce que c'était parce que vous trouviez que dans l'écosystème il n'y avait pas de choses assez costauds qui se soient montées? Quelle a été la réflexion en fait derrière ça? Ou est-ce que c'était non, en fait, on veut pouvoir contrôler ou ne serait-ce qu'on peut pouvoir prendre la température un peu justement de tout ça en ayant nous-mêmes notre propre chose un peu in-house, maison, pardon, on est sur podcast. Non, c'est pas vraiment une question de contrôle. Dans un monde parfait, personnellement, je préférais ne pas le faire et qu'il y ait plein d'autres gens qui le font comme Auto. Je pense que ce que fait Auto en France, d'un point de vue qualité, et je devrais pas le dire, mais sans doute presque mieux que ce qu'on fait nous-mêmes. C'est-à-dire que parce qu'ils ont vraiment passé du temps et c'est plus intense aussi. La raison pour laquelle on l'a fait quand même, c'est que il y a beaucoup d'utilisateurs qui ne savent pas et qui peuvent aller chercher ces différentes qui ne connaissent pas ces différents prestataires. Même si on avait une page où les gens pourraient y aller, je pense que il y a des gens qui préfèrent faire ça avec nous. Et donc, du coup, on le fait. Après, les instructeurs sont les mêmes, parce que les instructeurs qu'on utilise sont des gens de la communauté qui souvent font ça en parallèle ailleurs eux-mêmes. C'est le cas de Gregory John, par exemple, j'avais vu qu'il y a le sien et qui fait avec vous. Par exemple. Après, il y a beaucoup de valeur pour nous à travailler sur le curriculum avec les instructeurs pour voir ce qui marche, parce que in fine, je pense que pour que Bubble prenne vraiment la dimension que j'espère ça peut prendre, il faut qu'on ait un curriculum qu'on peut distribuer de façon gratuite à tout le monde, en particulier aux écoles. Et donc là, on a un champ d'expérimentation avec les étudiants qu'on a en ce moment pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. D'accord, parce que du coup, vous avez dans l'idée d'aller après, avoir des partenariats un peu privilégiés avec des écoles carrément pour que ça fasse partie ou ça soit limite intégré au cursus d'une école de commerce ou d'une école de design web ou des choses comme ça. Voilà, on le fait déjà. Donc, par exemple, d'ingénieur. Il y a une université assez connue à Londres qui nous achète un bootcamp, en fait. Donc, ils font un groupe deal pour une quinzaine de leurs étudiants. Il y a plein de façons de collaborer avec des universités. Moi, ce que je voudrais à terme aussi, c'est juste avoir une version du curriculum en open source, en gros, que les gens peuvent utiliser gratuitement. Bien sûr. Et pas que les universités. D'ailleurs, je pense que les collèges et les lycées auraient beaucoup de choses à faire. On a une certaine demande de collèges et de lycées aux États-Unis. La France, ça prend un peu plus de temps parce que ce genre de choses-là prennent un peu plus de temps pour arriver jusqu'en France. Mais j'espère qu'à terme, ça arrivera aussi. Donc, il y a plein de façons de collaborer avec les écoles. Ce qui est certain, c'est que pour nous, l'éducation, et c'est une chose qui est assez différente, qui nous différencie pas mal des autres outils dans l'espace, parce que la learning curve est plus importante, ça prend plus de temps à apprendre. L'éducation est une priorité et un driver de croissance. Et qu'est-ce que vous avez appris du coup déjà de ces... Parce que là, ça fait un petit moment que vous avez fait les bootcamps, je sais pas, ça fait 6 mois, plus, 1 an quasiment. Ouais, ça fait presque 1 an. C'est assez, c'est dans le détail, c'est certains concepts qui passent moins bien. La première itération qui était sur 8 semaines, je pense, est un peu longue pour ceux qui veulent pas devenir des freelancers, justement. Donc, on va mettre en place une version de 4 semaines, je pense.
Donc c'est ce genre d'itération-là qu'on fait sur le format pour voir ce qui marche le mieux. C'est assez simple en fait pour nous, c'est-à-dire qu'on a les gens qui font les bootcamps et à la fin des bootcamps, on regarde un mois plus tard qui nous utilise bien. Ah oui, c'est de la vraie data objective, c'est pas un survey. Voilà, regardez qui a fait des apps en fait après. Qui a fait des apps, qui continue à nous utiliser. Bon, évidemment, on a des questionnaires de satisfaction, mais même indépendamment de ça, on peut savoir en fait sans les questionnaires de satisfaction si ça s'est bien passé ou mal passé. Et donc là, on itère pour améliorer ça. D'accord. Ouais, c'est intéressant parce que c'est ça aussi qui va vous permettre plus facilement de faire la certification, quoi. Bien observer les points exactement. qui nécessitent d'être bien connus. Exactement, tout est lié là-dessus. Et vous avez aussi, c'est toujours un peu dans ces bootcamps, mais vous avez fait des bootcamps un peu à thème qui étaient pour des populations ciblées. C'était, je ne sais plus comment vous les aviez appelés, c'était sur accès diversité, accessibilité. Qu'est-ce que ça a apporté ou quelle était l'optique là de ça un petit peu? Tu veux parler de notre programme Immerse, j'imagine? Oui, voilà, pardon. Alors, parce qu'il y a plusieurs choses aussi. C'est après, on a commencé à faire des bootcamps en différentes langues. On en a en français, on en a en mandarin. Donc ça, c'est la première chose, mais avec le même contenu. Et d'ailleurs, le curriculum reste en anglais, parce qu'in fine, l'interface de Bubble est en anglais. Ouais. En anglais, il faut rester en anglais, mais l'instructeur parle français, ce qui peut être plus accessible pour des francophones. Immerse, c'est particulier. Je pense qu'on verra si on étend le programme à plus. Pour l'instant, c'est Immerse qu'on fera on va avoir une cohorte par trimestre à peu près. Où là, on se positionne depuis le début comme boîte sur le thème de l'accessibilité à la technologie et de dire il faut pas que juste les gens qui ont soit accès au capital pour lever de l'argent, soit un meilleur ami au collège qui sait coder et qui peut les aider. Il n'y a pas que eux qui peuvent créer des choses. Et ça s'applique à tout le monde, mais ça s'applique encore plus en fait quand tu regardes certaines minorités. Et donc c'était notre tentative pour améliorer les choses de ce point de vue-là. Ça a été très bien reçu d'ailleurs. Et le Demo Day d'Immerse, c'est toujours un des événements du quarter, ne serait-ce que pour l'équipe d'ailleurs, parce que ça permet à l'équipe aussi de voir ce que les gens peuvent créer dans la communauté. Et donc ça se passe très bien. Donc j'espère qu'on en fera plus. J'espère qu'on en fera en France aussi. Après, bon, on est une petite équipe de 40, donc il faut choisir un peu. Ouais, bien sûr. Mais c'est important que vous l'ayez fait, que vous le fassiez. Et il y avait un contexte particulier aux États-Unis à ce moment-là quand on l'a lancé aussi. C'est-à-dire que, en fait, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps. Moi, ça faisait longtemps que je regardais pas mal de non-profit aux États-Unis pour apprendre aux gens à coder dans certaines banlieues, des trucs comme ça. Et donc, quand ça commence à chauffer pas mal aux États-Unis avec des problèmes, des conversations un peu délicates sur les violences policières ou des choses comme ça, toutes les boîtes ont commencé à regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup de boîtes, ce qu'elles ont fait, c'est elles ont donné un peu d'argent à des associations et fait des tweets. Et nous, on s'est dit, ça paraît pas très authentique de faire ça. C'est-à-dire que c'est une façon, en gros, de montrer que tu fais quelque chose. Mais bon, toutes les boîtes peuvent donner un peu d'argent, mais c'est pas forcément la meilleure utilisation de nos ressources. Et on s'est dit, nous, en tant que boîte, on est pour l'accessibilité. Bon, poussons le truc un peu plus loin. Réfléchissons aux problèmes actuels, problèmes sociaux américains actuels, donc dans le contexte des États-Unis, avec les problèmes de la minorité noire. Et voyons si on peut pas utiliser, nous, ce qu'on sait faire pour améliorer les choses. Et c'est devenu Immerse. Et je suis très content parce que c'était finalement beaucoup plus authentique, très bien reçu. Et du coup, ça continue. Là, on va avoir une nouvelle cohorte bientôt. Ok, top. Il y a des projets spécifiquement qu'il faut qu'on suive, qu'on regarde, qu'on mette en avant. Et peut-être des projets francophones ou... Pas encore. Ça suppose un peu, je pense, d'embaucher quelques personnes à Paris pour le faire, parce que d'ici, c'est quand même un peu compliqué. C'est pour ça encore que je réitère mon appel à trouver des gens pour l'équipe Success. Non, parce que, juste pour pitcher un peu le rôle, là, beaucoup de gens commencent en Success parce que du coup, tu as une exposition aux utilisateurs très forte et tu connais le produit très très bien. Et après, ils passent à autre chose au bout d'un an ou 2 ans. Et donc, si je peux trouver des gens en Europe pour faire ça, ça permet de lancer ces initiatives-là dans 18 mois. Si des gens qui écoutent sont intéressés, ou que nous on croise Lucien ou moi, on les redirige sur votre site, il y a une offre, ou c'est où t'écrire directement? Peu importe où, il y a une offre. S'il m'écrit directement, je le forward à la bonne personne. Tout est possible, mais on a une offre spécifique pour Success Associates en Europe. Ok, je mettrai le lien dans les notes. Il y avait une question un peu pour rester sur ce thème du business autour de Bubble, un peu sur quelle est ta vision de Bubble en entreprise. C'est une question de Clément à la base que je me posais aussi. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a un énorme potentiel évidemment. Est-ce que vous, c'est quelque chose
qui vous intéressent, que vous poussez, ce que vous développez en termes de business, ou est-ce que l'idée c'est si les entreprises veulent l'utiliser, qu'elles l'utilisent et puis. Il y a énormément de potentiel. Aujourd'hui, on est un petit peu dans cette attitude que si les gens veulent nous utiliser très bien, on n'est pas encore de faire un shift de stratégie pour commencer à avoir une force de vente pour vendre aux grosses entreprises, dans les grands comptes. Je pense que c'est assez difficile de faire les deux. Et je pense qu'il ne faut pas aller dans l'entreprise trop tôt. La raison pour laquelle il ne faut pas aller dans l'entreprise trop tôt, c'est que nous, ce qu'on aspire à devenir, c'est vraiment la plateforme où les gens nous utilisent pour des choses sérieuses et at scale, comme on dit, c'est-à-dire pour vraiment des outils importants. Il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que l'enterprise, ils vont utiliser des outils no-code pour faciliter des process en interne, mais ils ne nous utiliseront jamais pour des choses très importantes. C'est-à-dire que les outils customer-facing, les web apps customer-facing avec lesquels leurs propres clients vont interagir, in fine, ces grosses boîtes peuvent quand même trouver des ingénieurs si elles en ont besoin. Et donc, ça te cantonne un petit peu un app builder pour des outils internes qui n'ont pas besoin d'être très jolis et pas besoin de marcher très bien. Et c'est comme ça, par exemple, OutSystems, on n'en parle pas dans le monde no-code, mais OutSystems, ServiceNow, qui sont des outils low-code, no-code, c'est des énormes business, ça vaut des milliards en bourse et tout. Mais franchement, les outils, les produits que tu peux générer sur ces outils-là, ce sont pas terribles, mais c'est pas un problème parce que ça marche, parce qu'il n'y a pas ce niveau d'exigence. Typiquement, nos utilisateurs, la dernière chose qu'ils veulent, c'est que les gens puissent savoir que c'est construit sur Bubble. Quand tu es dans une startup, si tu es dans l'enterprise, c'est pas du tout un problème. Tu peux avoir ton logo, d'ailleurs, tu le mettras, ça sera très bien. Les gens t'en voudront pas du tout. Donc, c'est difficile de faire les deux. Après, je pense que si on arrive, donc nous, depuis le début, on est peut-être un peu maso, mais on a choisi l'approche la plus difficile. C'est-à-dire de dire aux gens, vous allez faire des web apps qui marchent, qui peuvent faire à peu près n'importe quoi, mais qui marcheront bien. Et je mets ça au futur parce qu'on a encore du travail à faire. Et vous pouvez le faire des business qui peuvent lever de l'argent et scaler sur la plateforme. C'est plus difficile que finalement faire ce que la plupart des outils en enterprise font ou faire ce que Webflow fait parce qu'ils ont réduit beaucoup ce qu'on peut faire. Donc quand tu réduis ce que tu peux faire, tu peux le faire mieux. Donc on a choisi une approche, un problème plus difficile. Après, ce que je pense, c'est que si on arrive à résoudre ce problème-là, on a un peu résolu le problème fondamental de rendre la programmation accessible à tous, et après, ça marchera très bien en enterprise. Donc, c'est qu'une question de timing, en fait. Oui, et puis après, comme tu disais, éventuellement stratégie commerciale, si le produit est au niveau que tu le dis, il suffit entre guillemets de mettre des sales qui vont aller pinguer toutes les entreprises et puis de les vendre. Voilà. Alors après, la question, c'est est-ce qu'il faut y aller maintenant parce que les autres vont prendre la place? Ça, j'y crois pas une seule seconde parce que le marché de l'enterprise software est en expansion énorme. Il y aura toujours il y aura toujours des nouveaux trucs à faire. Il y aura de moins en moins de tolérance des employés pour travailler avec des outils qui sont pas sympas à utiliser. Encore aujourd'hui, les employés dans les grandes entreprises tolèrent les mauvais outils, mais de moins en moins, ce sera de moins en moins le cas. Et donc, on voit d'ailleurs dans les annonces de job maintenant, certaines boîtes là, sur des sites un peu nouvelle génération type Welcome to the Jungle, les boîtes mettent en avant la stack qu'ils utilisent pour que les employés sachent à l'avance qu'ils vont qu'ils vont utiliser Slack et pas une autre plateforme de communication interne, etc. Ça fait partie aussi de l'attractivité d'une entreprise, quelque part. Ouais. Pour juste rebondir là-dessus, c'est un problème qu'on a évidemment beaucoup pour des sujets entreprises, mais qui est aussi qui concerne aussi des projets plus start-up. C'est vraiment tout ce qui est la possibilité d'héberger son app, ses données, etc. En France, en Europe. C'est un sujet qui revient tout le temps sur la table. C'est évidemment possible avec Bubble, du moins d'avoir sa propre instance en Europe, mais c'est pas accessible, on va dire, financièrement pour une petite start-up qui commence. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est dans votre roadmap à faire évoluer? Parce que c'est un point très précis, évidemment, de la construction et du déploiement d'une app Bubble, mais c'est un problème qui nous freine pas mal dans pas mal de conversations ici. Est-ce que ça, pour l'instant, c'est toujours US et puis des instances dédiées ou... C'est pas que c'est un focus, c'est que si on commence à avoir des data centers dans plusieurs continents, ça crée pas mal de complexité. Et aujourd'hui, on n'a pas encore l'équipe pour le gérer. On veut vraiment le faire. Il faut me croire. Avoir un shared cluster aussi en Europe. Oui. Et je pense qu'on permettra aux gens de choisir quand ils créent une application quel est le cluster qui doit héberger leur application. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent se passer avant qu'on puisse arriver à faire ça. Donc, on a encore besoin de... J'ai pas envie de le promettre dans les 12 mois, mais j'espère un peu après ça. Après, pour préciser un truc quand même, c'est que vous avez quand même bien fait les choses au niveau
compliance la partie un peu réglementaire. Ça, on a fait un live il y a pas très longtemps sur le RGPD et forcément il y a eu plein de questions aussi autour de Bubble. Et les experts qui étaient là disaient, de toute façon le RGPD, il y a rien qui indique qu'on n'est pas obligé, donc qu'on n'a pas le droit de mettre les données aux États-Unis. Et après c'est une question de SSC, tous les choses assignées, etc. Mais c'est tout à fait possible d'utiliser Bubble tel quel et d'être quand même compliant avec le RGPD. En fait, les gens confondent différentes choses. Vont souvent plus loin que ce que demande la RGPD. Ouais. Bien sûr, mais bon, après, ça c'est un peu la problématique entreprise, mais je pense qu'il y a pas mal de confusion là-dessus, moi je trouve qui m'énerve un peu. C'est sûr. C'est un sujet complexe. Hein. Ouais, mais sur ce point précisément, Bubble avait très bien communiqué quand même. Notamment au moment où on a dû revenir au modèle close, etc. Toute cette communication a été hyper transparente quand il y a eu une période de flou où à un moment plus personne n'était compliant avec la RGPD puisqu'elle a changé overnight du jour au lendemain. Et Bubble avait bien communiqué. C'est délicat et il y a aussi beaucoup de gens, et ils nous écrivent parfois, il y a aussi beaucoup d'avocats qui essaient de gagner de l'argent dans cette affaire, qui malheureusement disent des choses, des interprétations particulièrement strictes parce que c'est leur gagne-pain aussi. Donc c'est compliqué, ces problèmes-là sont compliqués. Pour finir, quelques questions rapides, mais qui concernent un peu plus le produit. Je pense que c'est plus l'habitude de les entendre, mais bon, voilà, on nous a demandé dans la communautaire, je vais en transmettre quelques-unes. Il y avait une question, qui je pense que ça te saoulait un peu, mais je vais quand même la poser, sur le pricing, le delta entre le plan personnel, le plan pro. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est amené à changer, qui va rester, Oui, on va continuer. Je pense pas qu'on ait encore trouvé la bonne formule pour notre pricing, pour être très honnête. On a encore le problème où certaines personnes trouvent que c'est trop cher et certaines personnes trouvent qu'on n'est pas assez cher. Et donc, je pense qu'il faut qu'on résolve. Est-ce que le gap doit être plus élevé, moins élevé? Ça, on regardera, je pense, dans l'année des améliorations. La cible, tu l'as évoqué tout à l'heure, le launch du nouveau. Non, il y a deux choses, je veux pas que je confonde pas. Hein. Donc la refonte du design du builder, c'est une première chose. Est-ce que vous avez une date là-dessus? Non, il faut pas annoncer ce genre de date parce qu'on sait jamais. Non, une date. Mais le projet avance bien et puis les utilisateurs on a des bêta-testeurs, donc ça commence à se rapprocher. Bon, une autre question qui revient tout le temps, les apps natives. Est-ce que c'est dans la feuille de route ou ça c'est pas priorisé? Oui, mais probablement d'ici 2 ans, je pense pas avant. Sachant, il faut quand même dire que pour les gens qui veulent vraiment faire une application native, ça marche assez bien. Moi, j'ai vu des apps qui sont faites sur Bubble où les gens, alors faut être un peu technique et il faut aller sur le forum pour regarder comment les gens suggèrent qu'on le fait, la meilleure façon de le faire. Mais il y a vraiment des façons de faire que ça marche assez bien. Je préfère qu'on en reste là pour l'instant avant que nous-mêmes on se lance à faire une implémentation maison, parce qu'aujourd'hui c'est pas une demande si fréquente que ça. Et je considère pas qu'on ait totalement résolu le problème du no-code pour le web. Donc, finissons le web d'abord. Ouais. Ouais, non, effectivement, c'est vrai qu'il y a des services tiers qui font ça très bien, comme le BDK. Voilà. Les bubblers connaissent. Est-ce que, alors peut-être juste sur ça c'est pas une question qu'on nous a posée, mais sur le côté PWA. Moi très sincèrement, je comprends. J'ai du mal à comprendre toutes ces questions autour du natif parce que moi je pense que très sincèrement tout devrait passer par le web, même ce qui est mobile. Sur le côté PWA, est-ce qu'il y a des choses... On a vu, il y a les gens de Cube qui ont fait un clone de Uber avec Bubble en PWA qui est assez remarquable. Ils ont mis pas mal de code. Je crois qu'ils ont développé leur propre plugin, en fait, pour le manifeste, etc. Ouais. On essaiera de faire PWA avant de faire du natif pur. D'ailleurs, Glide, c'est du PWA, hein, c'est pas des natifs, ce qu'ils font. Bien sûr. Je sais pas quand, mais j'aimerais bien d'ici 6 à 9 mois, peut-être. Il y a moins de le faire soi-même. Cube a pu le faire, donc ça suppose d'être un peu plus technique. Mais... Ouais. Oui, mais je suppose que peut-être d'ailleurs le plugin, ils l'ont partagé, non? Le plugin qu'ils sont utilisés pour faire... Je sais pas. Bon, on va voir, ça c'est à eux. Mais c'est ça qui est génial avec le mécanisme de plugin de Bubble, c'est qu'il y a des extensions qui peuvent être faites par d'autres gens qu'on s'approprie. Au niveau de votre roadmap, vous n'avez pas de système d'upvote et de choses comme ça? Tout passe par le forum, il me semble. Si, on a commencé à avoir ce qu'on appelle le Idea Board. Donc, on a commencé à créer quelque chose où les gens peuvent voter sur des idées ou des choses comme ça. Dans les faits,
notre équipe Success est quand même beaucoup sur le forum, donc on n'a pas forcément même besoin de chiffres là-dessus. On sait ce qui est vraiment demandé. Encore hier, on a sorti la possibilité maintenant d'avoir les erreurs code avec l'API connector, c'est-à-dire que maintenant Workflow ne s'arrêtera pas quand un API a une erreur, mais on pourra travailler avec l'erreur et pouvoir avoir une logique différente. On n'avait pas besoin d'upvote pour savoir combien de personnes le voulaient. Tu vois. Est-ce que, d'ailleurs, c'est une question un peu ouverte que je me pose, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est super tous ces systèmes d'upvote parce que les gens vont suggérer des choses, on a l'impression qu'on va un peu impliquer la communauté, mais en fait, comme tu dis, a priori, on doit connaître toutes les choses qui manquent, etc., par plutôt l'aspect que customer support. Est-ce que du coup, des fois, ces systèmes de vote ne font pas un peu dérailler le product management, j'ai envie de dire Non, parce que c'est qu'une source d'information pour nous, c'est pas genre on va suivre religieusement le nombre de votes. Hein. C'est ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a des boîtes justement qui auraient plus cette approche justement de ne suivre que ce qui est dans la roadmap à voter, quoi. Enfin, j'ai envie de dire. Bon, non, on est plus flexible et plus opinionated que ça, c'est-à-dire que on a une vision en interne assez précise de ce qu'on veut faire, et après on écoute nos utilisateurs, mais après est-ce que c'est une question de nombre d'upvotes ou l'importance d'un utilisateur qui le demande, c'est plus il faut décider ça cas par cas. C'est d'ailleurs là-dessus, c'est un peu lié à la roadmap, mais toutes les updates que vous faites chaque mois, ou même plus souvent que ça, chaque semaine, là, en général le vendredi, vous publiez un peu ce sur quoi vous avez travaillé la semaine. Et tout. C'est vraiment sympa. Là, on a vraiment l'impression que ça bouge, que ça avance. Chaque semaine, on voit ça. C'est quelque chose c'est vraiment chouette. C'est quelque chose qu'on faisait énormément quand c'était que Josh et moi pendant 5 ans et qu'on avait un peu perdu, en fait, parce que on avait moins le temps et du coup, là, on a fait un effort délibéré de nous y remettre. Donc, Josh fait l'update tous les mois. Moi, je fais la même pour nos investisseurs. Et on a un PM, Nick, qui est un PM qui est américain, mais avec un passeport français, d'ailleurs. Même s'il est né ici, mais sa mère est française, qui publie effectivement tous les vendredis les différentes fonctionnalités qu'on a rajoutées. Super, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Lucien, est-ce que tu as une dernière question ? Oui, quand est-ce que tu repasses à Paris, Emmanuel ? Parce qu'on va peut-être redémarrer les meet-up là bientôt. On va essayer, en tout cas, ça se libère un petit peu en France et tout, donc on y réfléchit. Comment ça se passe, toi, là, tu quittes pas les États-Unis en ce moment ? En plus, tu as eu un heureux événement, donc peut-être que tu bouges pas trop. Non, au contraire, moi j'ai quand même envie que ma fille rencontre sa famille française et qu'elle voit la France parce qu'elle est quand même française. Je sais pas, peut-être au mois de juin quelques jours et de façon plus longue, je pense en septembre. D'accord, on prend rendez-vous pour septembre alors pour reprendre les meet-up Bubble. Ok. Super. Bon, merci. J'avais une dernière question que j'ai oubliée. En fait, il y a plein de questions. Je m'excuse pour les gens de la communauté, on n'a pas pu tout poser. Et puis certaines étaient quand même très techniques et moins. Là, je trouve qu'on a abordé plein de sujets hyper intéressants. Est-ce que tu as quelques informations par rapport au marché français plus spécifiquement, peut-être, je sais pas, le nombre de bubblers français, d'apps françaises, je sais pas. Vous avez cette segmentation. Enfin, c'est toujours le deuxième. C'était ton deuxième marché, non, c'est ça ? Non, c'est le troisième après le Royaume-Uni. UK. Mais vu que le Royaume-Uni parle anglais et que la France ne parle pas anglais de façon native, c'est assez impressionnant par rapport à d'autres pays. C'est-à-dire que c'est plus grand que l'Allemagne. Donc, la France, c'est vraiment un de nos pays forts. Ça vient probablement du fait qu'à la base, je suis français et que du coup, la communauté est partie assez tôt en France et qu'après, vous, quand je dis vous deux et d'autres dans la communauté ont vraiment été très, très dynamiques pour la fédérer un peu plus. Et le nombre d'utilisateurs, oui, on a clairement une communauté qui est plus active en France qu'au Royaume-Uni pour le coup. C'est-à-dire qu'en Royaume-Uni, il y a plus de revenus, mais en nombre d'événements, de genre de choses qui se passent, c'est plus actif en France. Après, je pense que c'est juste 1% de ce que ça devrait être. Donc, on a encore beaucoup de choses qu'on pourrait améliorer. Moi, la seule chose que je dirais, c'est que moi, je reste, et je le dis souvent, je le dis à chaque fois, mais je reste profondément français. Donc, plus on a des bubbles français, plus je suis content. Le message est passé. Où est-ce qu'on peut te suivre pour les gens qui... je suis pas énormément sur Twitter, mais j'y suis un peu. Donc, c'est /Strachnov sur Twitter. Sinon, sur le forum de Bubble où je parle un peu, je suis un peu moins présent qu'avant parce que j'ai un peu moins de temps, mais j'y suis quand même pas mal. Et sinon, les gens peuvent toujours m'envoyer des messages, soit sur LinkedIn ou emmanuel@bubble.io, ça marche aussi. D'ailleurs, quand est-ce que tu seras sur le Slack No Code France quand même ? Comme tu dis, tu es français aussi. Bon, j'imagine que tu n'as pas beaucoup de temps, mais... Oui, je me demande si j'ai pas un compte d'ailleurs, je suis pas sûr. Mais le problème c'est que j'ai pas le temps de...
Déjà, j'ai du mal avec Slack en général. Moi, j'aime bien le côté asynchrone des emails. Et là, si je commence à être sur une dizaine de communautés en même temps, je vais devenir fou. Je comprends. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps. Et puis, à très bientôt. Alors. À bientôt, ouais. Salut. Salut Emmanuel. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a beaucoup apprécié de pouvoir passer cette heure avec Emmanuel et de pouvoir vraiment lui poser toutes nos questions et qu'il y réponde absolument à toutes. Voilà, donc c'était très chouette. Je suis sûr qu'il y aura plein de réactions. N'hésitez pas, venez sur le channel Podcast Contournement sur le Slack de No Code France et venez poser toutes vos questions, réagir aux différentes informations et news, j'ai envie de dire, qu'a donné Emmanuel. Voilà, on sera très curieux de voir ce que vous en avez pensé, très content de continuer la conversation. Et puis évidemment, il y a un channel Bubble si vous avez des questions et d'autres remarques sur Bubble plus généralement. Voilà, et si vous êtes intéressé par le poste de Customer Success qu'ils cherchent en France, n'hésitez pas à les contacter. Voilà, ça serait chouette que quelqu'un de la communauté No Code France ou de la communauté des auditeurs du podcast rejoigne l'équipe de Bubble suite à ce podcast. Ça serait très très chouette. Voilà, n'hésitez pas à me tenir au courant, en tout cas si vous leur écrivez. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.